Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. Vous le savez, Joe Biden, le président américain, a marqué cette semaine son 100e jour au pouvoir avec des réformes tous azimuts. Va-t-il arriver à faire oublier l'ère Donald Trump? En ce qui concerne en tout cas l'Afrique, Biden semble plus impliqué avec la condamnation, par exemple, de la succession controversée d'Idriss Déby Itno au Tchad, assassiné, dit-on, sur les champs de bataille en face des rebelles du Front pour l'alternance et le changement au Tchad. Au Tchad, justement, ce qui retient encore plus l'attention, c'est le rôle joué par la prise de pouvoir du fils Déby, ce qui relance les débats sur la vie ou la mort de la France-Afrique et de l'indépendance réelle ou supposée des pays africains. Des pays africains comme le Togo qui a célébré cette semaine ses 61 ans d'indépendance avec une majorité au pouvoir de plus en plus renforcée et une opposition plutôt en lambeaux. Alors les discussions politiques en cours actuellement peuvent-elles constituer une bouée de sauvetage pour cette opposition ou faut-il à la fin implémenter une nouvelle vision de la politique au Togo? Toutes ces questions à passer au crible avec Dr Kojovi Atnaton, homme politique togolais. Il est le président du mouvement Nouvelle Vision. Il nous fait l'honneur d'être au plateau aujourd'hui. Bonjour, Dr. Ton. Bonjour Gilles et bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à la jeunesse togolaise. Ou plutôt, disons, good afternoon. Good afternoon. How you doing? Yeah, fine, because you're back from United States, where you spent about 2 or 3 months. Yes. To do what exactly? Business, exactly. I went to visit the family, the friends, and also work. How is United States now today? It's going well. It's going well. We can't complain. We're pushing. We're doing what we can do. You were citizen of United States of America. I'm a citizen of United States as well, where I'm Togolese as well. So, thank you. On va revenir en français maintenant, après cette petite introduction en anglais. Donc, pour parler justement des 100 jours de Joe Biden, la Maison-Blanche, avec des réformes tous azimuts, on l'a dit, mais comment se portent les États-Unis aujourd'hui? Surtout, on va commencer avec la crise de la pandémie de la maladie à coronavirus. On sait que l'Amérique a été durement touchée. Comment vont les choses aujourd'hui? Je ne dirais pas encore que les choses sont au vert, parce qu'il y a toujours beaucoup de personnes, beaucoup de vies qui succombent chaque jour suite à cette maladie. Mais en se basant sur les efforts conjugués des gouvernants et des populations, je pense quand même que nous tirons maintenant vers le côté positif. Nous avons commencé à prendre une pente positive au niveau des États-Unis. Sur le plan sanitaire, oui, et sur le plan social aussi profondément, d'autant plus que cette maladie a agi sur le social et ça aussi a eu un effet important sur l'économie. Et vous avez vu tout ce que les États-Unis ont mis sur pied pour pouvoir accompagner les Américains à ne pas se sentir vraiment délaissés, déboussolés par la crise sanitaire et à relancer d'une manière ou d'une autre l'économie. Les données sont en train d'être positivement changées, surtout avec l'introduction de la vaccination. Vous avez déjà pris ce vaccin, vous? Ah oui, j'ai pris le vaccin. Donc les données changent. Je sais certainement que si on avait trop de choix, on pourrait attendre un peu parce que selon les experts, les vaccins sont tellement très rapidement conçus au fait qu'il y a toujours ce doute de savoir si réellement nous avons eu le meilleur produit. Mais je compte également sur l'expertise de ceux qui sont dans le domaine et de ceux qui gouvernent pour pouvoir agir selon les recommandations. Lequel avez-vous pris? AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer ou Moderna? L'AstraZeneca n'est pas autorisé aux États-Unis, du moins pas pour le moment. Donc j'ai pris le Pfizer. Est-ce que c'est pas le même produit qui est inoculé dans les pays africains surtout? Nous, c'est plutôt AstraZeneca. Je ne
peut pas, si c'était le même produit, je ne pense pas qu'il y aura une croix rouge sur ce qui est utilisé ici en Afrique. Certainement qu'il y a eu, ou bien ça ne satisfait pas encore les recommandations des experts de la santé au niveau des États-Unis. Vous avez vu récemment même Johnson & Johnson a été stoppé parce qu'il y a eu, après 7 500 000 doses, il y avait 6 personnes qui ont eu des réactions un peu bizarres, dans ce qui a fait qu'ils ont attendu pour réanalyser. Bien sûr qu'on peut se dire 6 sur 7 millions, c'est insignifiant, négligeable, mais pour les États-Unis, une seule vie n'est pas négligeable. Donc c'était important de revoir, et heureusement qu'après révision, ils ont vu que ça n'a pas, au fait, d'effet, d'impact sur la qualité de ce vaccin. Donc ça a continué. Donc je pourrais quand même comprendre que l'AstraZeneca n'a pas encore passé les recommandations des experts du domaine de santé des États-Unis. C'est pourquoi ça n'a pas été accepté. Alors, Donald Trump a été très critiqué pour sa gestion de la pandémie. Pour Joe Biden, est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il se sent plus impliqué? Est-ce qu'on sent une différence ou c'est simplement un coup de chance avec les vaccins qui se sont accélérés juste avec l'arrivée de Joe Biden au pouvoir? Bon, je pense qu'il y a un changement profond par rapport à l'implication de l'État fédéral dans la gestion de la crise aux États-Unis. Quand vous voyez déjà Joe Biden dans ses premiers jours, qui a voté un package de 1,9 milliard pour pouvoir aider, pour pouvoir produire en quantité. Il avait dit tout au début que dans ces 100 jours, il veut vacciner un nombre donné. Et il a atteint, dépassé largement ce nombre. Donc, il y a eu une implication plus directe qui a été accompagnée surtout par l'appui financier du gouvernement fédéral, ce qui a fait que moralement, ça reprend. Et je dis moralement, ça reprend. Je sais qu'à quelques niveaux, et c'est aussi négatif parce que quand les gens pensent que ça reprend, les gens s'accouplent, les gens se regroupent sans pouvoir se protéger. Ça fait des fois que le changement devient cyclique. Ça repart, ça revient, ça repart, ça revient. Donc, même si nous assistons à une amélioration, je pense que c'est toujours important pour chacun de nous de continuer à observer les gestes barrières. Avec son âge un peu avancé, il approche les 80 ans, Joe Biden, on a cru qu'il allait assumer simplement une forme de transition, mais on le voit comme un président très réformateur, très volontariste, avec beaucoup de détermination sur le terrain. Joe Biden surprend plutôt sur ce plan-là. Moi, je pense pas que ça devrait être une surprise. Il a été l'un des plus jeunes sénateurs depuis. Ça veut dire qu'il comprend beaucoup. Il a été impliqué durant toute sa vie dans la politique américaine. Et depuis, avant même son élection, il s'était rassuré de ce qu'il aura à faire. Et puis, le coronavirus n'a pas apparu aujourd'hui. Donc, ils ont pris assez de temps de travailler en amont, avant même l'officialisation de leur candidature. Ce qui a fait que, dès qu'il a pris le pouvoir, il savait exactement ce qu'il voulait faire. Et au-delà de ça, tout n'est pas question d'âge. On a vu des présidents très jeunes qui ont des programmes vieux, c'est-à-dire qui ont continué la même chose, au moment où d'autres avec presque 80 ans qui sont là, dynamiques, parce que ils ont un programme dynamique. Donc c'est toute une question du programme que nous avons. C'est un programme qui doit normalement prendre en considération les réalités actuelles et non l'âge du président. Mais ce qui intéresse le plus les Américains, ou on va dire au premier plan, c'est l'économie. Les chiffres, en tout cas, du chômage aujourd'hui sont en faveur de Joe Biden. Le chômage continue de baisser. Sur le plan économique, est-ce que le changement de régime se sent déjà? Est-ce que l'Amérique reprend vie? Oui, je dirais oui, d'autant plus que j'ai aussi un cabinet de taxes aux États-Unis, à Greensboro. Donc j'ai vu à travers les centaines de clients que j'ai vu un changement très positif plutôt, d'autant plus qu'il y a eu des influx, des flux financiers qui ont été
injecté dans l'économie, ce qui a permis à beaucoup de gens de continuer à vivre normalement. Ceux qui sont à la maison, ceux qui ont perdu leur boulot, ils ont eu au moins la chance d'avoir le minimum qu'il faut pour continuer à vivre. Et c'est ça qui a fait que l'impact social a commencé à diminuer. Donc il y a des aides pour les petites et moyennes entreprises un peu partout, ce qui relance la création d'entreprises, ce qui relance maintenant beaucoup d'Américains à commencer à essayer quelque chose, parce que c'est à travers cette économie de petites et moyennes entreprises que nous allons refonder la classe moyenne. Et c'est une classe moyenne solide qui assure l'évolution d'un pays. Donc, à vue d'œil, je dirais quand même que les États-Unis ont repris économiquement et sont sur une très bonne lancée. Et sous Donald Trump, les États-Unis sont apparus comme un pays très divisé socialement, avec des communautarismes qui ont commencé par s'exacerber. Est-ce que Joe Biden, durant ses 100 jours, a donné des signes quand même d'un rassembleur? On l'a vu, ça c'est une image, une photo qui a circulé, mais est-ce que c'est simplement de la communication? Joe Biden mettant genou à terre pour demander pardon au fils de, comment il s'appelle déjà, George Floyd, dont le meurtrier a été condamné la dernière fois. Est-ce que c'est simplement pour les photographes, où il a une réelle volonté de réconcilier les Américains, Joe Biden? Je pense qu'en tant que président, il faudrait toujours analyser l'impact de tes actes sur ta population. Si ça doit être une simple photo, mais qui aura un impact positif sur la population et qui pourra réconcilier toute une nation, oui, c'était nécessaire de le faire. Donc si Joe Biden, dans ses actes, que ce soit des actes politiques ou pas, il pose des actes qui pourront réconcilier toute une nation et ramener blanc et noir vivre ensemble, je pense que c'était très important. Il est toujours critiqué sur certains points. Par exemple, son adresse de la dernière fois, certaines personnes disent qu'il ne devrait pas dire que le racisme n'existe presque pas aux États-Unis. Bon, c'est peut-être un style de communication où il voudrait quand même sous-estimer pas sous-estimer, mais ne pas vraiment accepter ça en travaillant pour faire disparaître le racisme. Il y a d'autres quand même qui reconnaissent à travers ces actes que c'est un président qui cherche à réconcilier les Américains de toutes couleurs. Donc je pense quand même que les résultats sont devant nous. On a vécu des époques des présidents où tantôt il y a tel policier qui a fait ceci. Je ne dirais pas que ce serait fini complètement, mais je pense que dans la moralité des Américains, ça commence à réduire les différences qui existent, les différends qui existent entre les Noirs et les Blancs. Et sur le plan international, en dehors des États-Unis, Joe Biden est très, très agressif également. On le voit aujourd'hui avec les tensions dans la mer Noire, les difficultés avec la Russie, avec des sanctions. La guerre a dépassé même la froideur pour être congelée maintenant entre les États-Unis et la Russie. En Afrique, des communiqués qu'on n'avait pas on avait perdu l'habitude d'entendre reviennent. Par exemple, concernant le Tchad, où l'Amérique a été pratiquement la seule puissance étrangère à condamner la succession au pouvoir là-bas au Tchad. Hein. Ben oui, bien sûr. Joe Biden, il est le chef suprême d'Amérique. S'il y a des zones de tension, ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes économiques dans notre pays que nous allons ignorer la sécurité, ou bien nous allons ignorer des zones de tension. En tant que premier, l'homme qui a le premier boulot de ce pays, il a toutes ses responsabilités de prendre acte là où il devrait le prendre. Donc il doit avoir des... bien parti pour... Moi, je dirais qu'il est très bien parti même. Quand on le voit déjà intervenir sur le sujet du Tchad, parce que c'est important. Et il a déjà promis que le 11 septembre, la guerre va finir complètement en faisant rentrer tous les troupes américaines à Afghanistan. Donc je pense quand même que ce sont des décisions très importantes qu'il a prises, et ces décisions auront des impacts positifs sur l'avancée des États-Unis. Oui. Je suis certain quand même qu'ils n'ont pas pris seulement des décisions pour les prendre, parce que retirer
les soldats d'une zone de guerre aussi, ça nécessite des stratégies appropriées. Et je suis certain quand même qu'ils ne sont pas nouveaux à la présidence des États-Unis, y compris. Il a été vice-président, c'est-à-dire il a été président en l'absence du président. Donc je pense qu'il a eu beaucoup d'expérience pour prendre des décisions adéquates. Ouais, pour parler du Tchad, hein, qui est devenu le nouveau ventre mou de l'Afrique, comment vous comprenez la condamnation des États-Unis de la succession au pouvoir, alors que la France a plutôt applaudi la mise en place du Conseil militaire de transition? Il y a certaines décisions qui sont prises par rapport aux données qui nous sont favorables et qui nous sont exposées. Aujourd'hui, je dirais, avec les données qui sont disponibles à notre côté, voir, peu importe le cas, voir un président parti et un autre qui vient en tant que fils de l'autre, naturellement, ça donne déjà un recul. Maintenant, est-ce que c'est parce que tu es l'enfant de l'autre que tu ne peux pas être président? Non. Mais néanmoins, nous avons vécu en Afrique beaucoup de ce genre de choses et les résultats n'ont pas été probants sur le terrain. Donc, ce qui fait que quand ça se passe dans notre petite tête, ça écœure un peu de voir que c'est la continuité. Déjà, la continuité de nom, ça donne l'image de la continuité de la politique. Ça pourrait changer. On ne sait pas. Mais est-ce que, selon la constitution du Tchad, selon les données qui étaient sur le terrain, c'est le fils du président qui devrait l'être. Oui, tout peut se faire, constitutionnellement, comme ça a été le cas dans notre pays. Constitutionnellement, le président de la Cour, celui qui devrait être président, l'absence du président de l'Assemblée nationale qui doit prendre. Si il n'est pas là, le changement c'est aussi démocratique. Celui qui prend, il devient le président. C'est-à-dire tout peut se faire démocratiquement, mais la question est de savoir si c'est avec une finalité qui apporte le meilleur pour le pays. Donc les États-Unis, en voyant ce qui a été fait, naturellement, oui, c'est démocratique, mais la finalité démocratique, est-ce que c'est pour faire avancer le pays ou bien c'est utilisé au fait, la démocratie pour encore s'installer pour plusieurs années? Mais en tant qu'homme politique, avec votre mouvement, est-ce que vous vous intéressez à l'actualité en dehors de votre pays, à l'actualité africaine par exemple, ce qui se passe au Tchad? Est-ce que ça vous intéresse? Ça doit obligatoirement nous intéresser parce que nous ne pourrons pas essayer de faire partie le Togo seul. Parce que si on veut avoir un pays développé, il faudrait avoir la conception d'un grand développement, d'un développement de tout. C'est-à-dire, quand l'Afrique veut se développer et chaque pays veut faire pour lui-même, ça ne pourra pas avancer. Les États-Unis ont une force aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont des États fédérés. Et ces États fédérés ont des contrats économiques qui les font avancer à chaque fois. Donc pour nous, la nouvelle vision, c'est important de savoir ce qui se passe dans tous les autres pays parce que ça a des impacts directs sur nous. Si on voit les impacts économiques, les impacts politiques, si aujourd'hui il y a une négociation entre un président et un qui vient et que ça tourne autrement, qu'est-ce que ça peut aussi causer dans la tête de ceux qui doivent partir d'un pays ou d'un autre? Il y a tellement de choses qui sont là, qui ont des impacts directs sur nous. Donc c'est important pour nous à chaque fois de savoir ce qui se passe dans toute l'Afrique. Qu'est-ce qui vous aurait intéressé, vous, après la mort d'Idriss Déby? Comment vous avez vu les choses? Quel aurait dû être le meilleur scénario? Bon, moi, je pense quand même que en tant qu'État, il faut toujours être prêt à toute situation. Ce n'est pas après la mort d'Idriss Déby qu'il doit avoir certains changements rapides dans la constitution ou bien dans la formation, dans les nominations et autres. Vous voulez dire que quand le président était déjà en vie, il fallait réfléchir sur son dauphin, celui qui devrait le remplacer, est-ce qu'il était valable ou non? Voici les mécanismes devaient fonctionner. Moi, je pense quand même que le mécanisme y est depuis. Le mécanisme, on sait qu'en l'absence du président, c'est le président du Sénat ou de l'Assemblée nationale? De l'Assemblée nationale. Bon, si aujourd'hui le président n'y est plus, que ce président qui était là au moment où le président a succombé,
doit être remplacé rapidement, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que au moment où le gouvernement continuait, au moment où l'État fonctionnait, celui qui était là-bas devrait être quelqu'un de capable de gérer la situation. Mais si à chaque fois, à l'absence ou bien à la mort du président, on doit faire ce changement rapide, cela voudrait dire quand même que ceux qu'on a placés là-bas n'étaient pas capables d'assumer leurs responsabilités. Et si c'est le cas, pourquoi alors les placer là-bas? Est-ce que l'État fonctionne réellement? Donc pour nous, ce serait mieux de voir, oui, c'était arrivé, le président est mort, mais au moment où le président était mort, celui qui dans le mécanisme a été déjà démocratiquement pointé pour être le président, n'a qu'à prendre pour pouvoir faire évoluer les choses comme cela se doit. Parce que ce changement, des fois, pour la plupart du temps, est conçu comme si ce sont des changements médités, des changements qui ont des finalités autres que faire avancer le pays. C'est là qu'on comprend beaucoup plus l'injonction du président, l'ancien président américain Barack Obama, de travailler pour construire des institutions fortes. Exactement. Sans ces institutions fortes, on ne peut rien faire. Les hommes sont plus forts que les institutions, surtout dans nos pays africains. Et c'est ce qui est marrant. Et quand on parle d'institutions fortes, il faut quand même développer des mécanismes qui nous contournent nous-mêmes, parce que à la tête des institutions qui n'ont pas de mécanisme, tu ne peux que succomber à ces malpractices. Donc c'est important d'avoir des institutions où les mécanismes sont clairs, les règles de jeu sont fiables et que tout le monde connaît ce qui doit se passer. Mais au fond, qu'est-ce qui arrive à l'Afrique? Au Tchad, par exemple, avec ces guerres interminables, cycliques, ça finit, ça revient, ça finit, ça revient. Les armes crépitent tout le temps. La population ne sait plus où se donner de la tête. Qu'est-ce qui ne va pas, docteur? Non, je pense que ce qui n'allait pas, c'est toujours ce qui ne va pas. Ce qui n'allait pas, c'est que en Afrique, nous sommes... c'est comme si nous sommes un terrain où les autres viennent jouer sur nous et tirer leur profit et s'en vont. Les guerres, vous voyez les guerres en Afrique, que ce soit entre opposition et gouvernement, que ce soit entre ethnies, un groupe d'ethnies et un autre groupe, ce sont des guerres qui sont motivées par des intérêts politiques, surtout de ceux qui ont besoin des ressources dont regorgent nos terres. Mais depuis longtemps, nous n'avons pas pris conscience que nous tuons pour l'intérêt des autres. Quand tu vois au Tchad, à l'Érythrée, quand tu vois dans ces pays où une communauté se croit supérieure à l'autre, et une communauté peut se lever aujourd'hui pour aller conquérir d'autres communautés sous les yeux internationaux, mais rien ne se passe. Cela voudrait dire, en un côté, que bon, il y a d'autres qui sont en train de produire des armes qu'ils doivent vendre, d'autres qui ont besoin de l'insécurité pour pouvoir s'infiltrer dans l'exploitation de nos terres, et d'autres qui ne veulent pas que les Africains eux-mêmes aient le temps même de commencer à réfléchir. Donc à chaque fois, c'est de créer des zones de tension, mais aussi longtemps que nous n'allons pas réfléchir, nos élites, nos leaders, nos jeunes, ceux qui sont à l'extérieur, dans la diaspora, ceux qui vivent auprès de ceux-là qui réfléchissent de cette manière, n'arriveront pas à prendre conscience et à retracer un parchemin pour l'Afrique, et que nous allons nous impliquer continuellement dans la guerre des uns contre les autres, dans la guerre des opposants contre ceux qui sont au régime. Nous allons toujours vivre les mêmes réalités. Donc l'Afrique, c'est toujours la proie des autres depuis les temps immémoriaux. C'est toujours la même chose qui continue, et ce serait continuel jusqu'au jour où nous allons nous réveiller pour dire, tiens, on n'a pas besoin de se battre, mais on a besoin de se battre pour ce que nous recherchons tous. Okay. Cette domination de l'extérieur sur l'Afrique est surtout symbolisée par le concept de la Centrafrique. Est-ce qu'elle est morte ou vive? C'est ce thème qu'on va aborder maintenant, parce que des gens prêtent des intentions à la France, plus que des intentions même. Certains voient la France comme étant l'artisan, ou on va dire l'instigateur ou l'instigatrice de ces guerres en Afrique, au Tchad, en Centrafrique, même au Mali. Si la France n'est pas à l'origine, n'est pas qu'elle entretient ces guerres en Afrique, pour vous, est-ce que ces intentions prêtées à la France sont exagérées ou réelles? C'est difficile de se positionner sur ce terrain, surtout sans des données exactes.
exact. D'autant plus que ce problème entre la France et l'Afrique, c'est un problème à prendre avec précaution. Mais je pense que même plusieurs réactions des responsables français ont prouvé que si même aujourd'hui ça a l'air de diminuer, ça avait été le cas. Donc si ça avait été le cas peut-être physiquement, la question à se poser c'est de savoir si ça ne continue pas d'une autre manière. On avait eu des guerres, on dit la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Après, on a parlé de la guerre froide. Maintenant, il y a la guerre, je dirais la guerre électronique. Donc, ce qui voudrait dire quand même que la France-Afrique peut changer de couleur, mais peut toujours continuer. Mais est-ce qu'elle a changé quand nous prenons l'exemple du Tchad, par exemple? La France a sur place depuis 1982 une base militaire, devenue Barkhane. Entre-temps, on a vu la France appuyer le régime de Déby plusieurs fois contre les rebelles, même lors des combats qui ont fait partie d'Idriss Déby, on a vu la France survoler les positions des rebelles pour donner des renseignements à l'armée française. Ça veut dire qu'elle est très impliquée. Mais si la France n'était pas impliquée, d'abord, pourquoi nous n'avons pas de bases militaires en France? Pourquoi nous n'avons pas de bases militaires aux États-Unis? Pourquoi c'est eux toujours qui doivent avoir des bases chez nous? Donc ça prouve directement quand même que nous ne sommes pas encore, comme on pourrait le dire, indépendants. Nous sommes désorientés des autres. Donc si la France appuie Déby, la France ne va pas faire un budget annuel où il va dépenser une somme pour aller appuyer un pays africain sans un retour. Les Français ne seront pas d'accord. Donc c'est un investissement qui est profitable à la France. Aujourd'hui, nous basons d'ailleurs sur ces bases militaires qui existent au Mali, au Tchad et autres, nous pourrons dire quand même que la France a son intérêt dans la gestion de l'Afrique. Donc la France-Afrique n'est réellement pas morte, si on pourra le concevoir ainsi, parce que à la date d'aujourd'hui, il y a l'organisation de l'unité africaine qui peut avoir son armée, il y a les pays qui sont là, on peut se constituer des choses, on peut avoir une armée puissante pour pouvoir intervenir en cas d'exagération dans certains pays. On n'a pas obligatoirement besoin que les autres nous appuient à chaque fois, sachant bien que à chaque appui, ce sont des milliards de nos ressources qui sont débloquées. Exemple, le Mali, il me semble, j'ai lu des articles de journaux qui disent que la guerre de la France au Mali coûte environ 1 million d'euros, la France chaque jour. Donc vous voyez déjà, si ça coûte à la France 1 million d'euros chaque jour, donc ça coûte quoi au Mali? Et où on dit aujourd'hui que ce sont des pays à pauvre économie. Quel est l'intérêt de cette France, là où au moment où les gens meurent toujours de Covid en France, les gens ont besoin aussi du social. Comme ça se fait un peu mieux aux États-Unis, mais la France va débloquer toute cette somme-là pour aider un pays africain. Et même dans les périodes de santé criticale. Donc je pense quand même que nous devons nous réveiller en Afrique, parce que l'implication de ces pays dans nos directions ne nous avantage pas de trop. Au-delà de cet aspect, l'instabilité au Tchad aurait pour origine l'effondrement du régime libyen de Muammar Kadhafi. On sait le rôle que la France a joué dans la mort de Kadhafi. Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, la France a pu créer les problèmes, les rébellions qui agitent le Tchad aujourd'hui. Je ne dirais pas que la France a créé des rébellions, mais je dirais toujours que la France est la France. Et la France tire ses intérêts là où c'est profitable. Si je suis un agriculteur, je veux semer, je cherche un terrain favorable pour planter mes graines. Donc si nous nous rendons disponibles à la France de faire quoi que ce soit, la France est dans ses intérêts, il joue son rôle. Oui, mais quand on voit aujourd'hui les conséquences désastreuses de l'effondrement du régime libyen, avec l'expansion de Boko Haram, et même jusqu'au Nigeria, avec les rebelles, les djihadistes qui ont attaqué le Mali, la guerre en Centrafrique, au Tchad, même le Soudan a été alimenté par des armes libyennes. Est-ce qu'il ne faut pas interroger la France sur ce point-là ?
interroger, ce n'est pas le problème. On va interroger la France va vous répondre. Mais la France a un calendrier. Et il suit son calendrier. Mais la question qui doit être posée, c'est de savoir si nous aussi en Afrique, nous avons un calendrier qui a pour intérêt de défendre au fait les intérêts des Africains. Sinon, nous serons toujours des terrains perméables pour ces autres pays. Et sans donner, on ne peut le dire que la France a créé des rébellions. Bon, peut-être par conséquent de leur intervention, ça a fragilisé le régime qui était là et ce qui a donné naissance à des rébellions, oui, et d'une manière indirecte, on pourrait le dire, mais d'une manière directe, moi je pense quand même que ça revient à nous, Africains, de prendre conscience par rapport à ce que nous voulons. Et nous n'avons pas souvent, c'est comme si nous n'avons pas souvent de calendrier, de finalité dans la gestion de nos États. Nous ne savons même pas là où nous allons. Nous devenons présidents et tout ce que nous avons comme projet, c'est de tout faire pour nous maintenir. Et en sachant à se maintenir, ça avantage la France. Ça avantage nos pays coloniaux parce que vous voyez les impacts depuis les temps coloniaux où il y a la sécurité, l'économie et puis avec le truc du franc CFA et autres, là, je vois quand même que ces pays s'impliquent trop dans nos pays, d'autant plus puisque nous venons sans programme, nous venons sans finalité de voir nos pays évoluer et nous venons toujours pour pouvoir nous faire protéger nous-mêmes et ils seront là pour nous aider à faire le rêve que nous avons mais qui n'avantage pas nos pays. Et ça veut dire que pour vous, l'indépendance des pays africains n'est pas une vraie indépendance. Ça nous amène à aborder les 61 ans du Togo, célébrés cette semaine, les nouveaux défis à aborder. Et donc, pour vous, cette indépendance, elle n'est pas réelle? Non, l'indépendance est prononcée. Maintenant, la vraie indépendance, ça ne se dit pas, ça se sent. Si aujourd'hui on n'arrive pas à nous en sortir de telle ou telle chose, même dans les décisions les plus élémentaires sur certains cas, donc je pense quand même qu'on ne peut pas avoir débat même sur ça. On ne peut pas être un pays indépendant où même nos réserves en banque ne peuvent pas être à la disponibilité de nos pays. Et on ne peut pas être réserves pour les pays africains, en tout cas de la zone CFA. Donc, à la Banque de France. Donc voilà, il y a beaucoup de décisions qui doivent être prises avec l'accord, mais avec la bénédiction plutôt des pays occidentaux. Donc avec ça, je ne pense pas qu'on pourra parler d'une indépendance. Quand ton enfant à un niveau donné te dit qu'il est indépendant ou bien veut réclamer son indépendance et s'en va louer quelque part, mais tous les mois, il revient et tu lui donnes l'argent pour aller payer son loyer. Oui, il ne réside plus dans ta maison. Il se croit indépendant, mais il n'est pas indépendant. Parce que même chez lui, tu vas lui demander d'aller à la maison et de fermer sa porte à 18h. Pourquoi? Parce qu'il dépend foncièrement de toi. Donc si nous avons une indépendance politique qui n'est pas accompagnée avec une indépendance économique, l'indépendance dont nous parlons n'est qu'un mot. Oui, mais sur ce plan-là, est-ce qu'il y a un pays véritablement indépendant au monde? Parce que tous les pays sont dépendants les uns des autres. Donc quand on parle de dépendance ou bien de collaboration, de complémentarité entre des pays, c'est différent. L'indépendance ou bien la dépendance dont nous parlons, c'est une dépendance directe où tout est organisé par ceux qui sont là, ceux qui sont au-dessus de vous. Quand on parle des États-Unis aujourd'hui et quelque part qui ont besoin de l'Afrique, peut-être pour pouvoir faire écouler certains produits. Quand on parle des Occidentaux qui doivent avoir besoin du matériel au Congo pour pouvoir faire fonctionner les téléphones, de ces genres de dépendance économique, il en existe. Mais quand la dépendance est purement politique et ça ne permet pas au pays de s'autonomiser, de prendre des décisions qui peuvent avantager leur pays, je pense que on ne peut pas comparer les deux. Oui, mais vous venez de dire que l'indépendance a été prononcée pour les pays africains, par exemple pour le Togo. Mais pourquoi elle n'est pas effective selon vous? Bon, quand l'indépendance est prononcée, la rendre effective dépendra de la personne elle-même. J'ai donné un exemple de quelqu'un qui quitte la maison pour aller louer. Donc, quand tu quittes la maison de ton parent et que tu es parti louer et que tu ne peux pas
créer ton boulot. Tu ne peux pas chercher ce que tu dois manger toi-même pour pouvoir payer de quoi tu as besoin et que tu auras toujours besoin de moi en tant que ton papa. Sache que tu n'es indépendant que par le mot ou bien par déplacement de loyer. Donc, vous voulez dire que les Africains se sont révélés incapables de se prendre en charge? Il suffirait de voir le résultat que nous avons devant nous pour savoir. Nous avons des budgets annuels, un budget annuel qui était de 300, 400, qui est monté maintenant à 1416 milliards. Mais il faut savoir comment est-ce que nous arrivons à alimenter ces budgets. Soit c'est par... il faut pas augmentation des impôts un peu partout, ou bien c'est pas création des taxes supplémentaires sur la population, ou bien c'est par demande de dons aux pays occidentaux. Donc si ça continue toutes les années comme ça, allez-vous me dire que nous sommes indépendants ou au moment où nous n'arrivons même pas à assumer à l'intérieur à 90% le budget national dont nous avons besoin pour faire évoluer nos pays. Donc tant que la dépendance économique existe toujours, l'indépendance ne serait toujours qu'un mot. L'indépendance ne serait qu'un mot. Alors, la question qui vient à l'esprit, que faire dans ces conditions-là? Il faudrait avoir maintenant des responsables, je dirais des responsables transformationnels. Ceux qui sont là pour réellement transformer leur pays. Ceux qui sont là pour travailler pour le pays. Et ceux qui sont là pour faire avancer une vision. Et qui peuvent faire une équipe, qui peuvent inciter la confiance. Parce que là, c'est l'affaire d'une personne ou un problème sociétal. C'est une affaire qui a plusieurs racines. Et quelque part même j'en trouve les racines éducationnelles de nos programmes d'éducation. Parce qu'à un niveau, la dernière fois quand j'étais reparti aux États-Unis, j'ai fait une petite expérience avec mes enfants où un réclamait que je lui donne $5 pour faire quelque chose. Et quelqu'un à côté te dit, ah toi tu demandes l'argent à ton papa et tu lui demandes seulement $5. Et l'enfant répondait, c'est de ça que j'ai besoin pour le moment, pour faire ceci et spécifiquement. Ça a réveillé beaucoup en moi. J'ai vu en ça une leçon. Parce que pour nous, si l'opportunité s'ouvre, vas-y prendre. Et je me souviens d'un programme à Anéro où on donnait des médicaments au moment où vous êtes, si vous êtes malade. Mais les gens alignent leurs enfants pour aller prendre des médicaments en cas de maladie. Alors que normalement, c'est prévu que c'est lorsque tu seras malade et que tu n'as pas les moyens que tu passes là-bas prendre les médicaments. Ils font des faux malades. Tout juste pour avoir de ces médicaments en réserve. Donc tout ça, là, sont des conceptions, sont des valeurs que nous devons rechanger, refonder, reformater. Donc tant que nous avions cela en nous, en nos seins, et que nous continuons à agir de cette manière, je pense que ce serait difficile. Donc à la question de savoir si c'est une question d'une seule personne, oui, je sais quand même que nos États africains sont dirigés par des leaders qui sont certainement plus puissants que les pays. Donc si on les considère comme ça, ça peut être une affaire qui peut être incitée par une personne, mais qui doit être encouragée, qui doit être accompagnée par toute une nation. Quand on parle de développement, ce n'est pas l'affaire d'un seul régime, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais ça peut être incité, instigé par une personne, et vraiment ce nationalisme peut envelopper tout le monde pour créer cette mayonnaise qui fera changer radicalement la manière dont nous concevons des choses pour que le développement en soi puisse trouver place. Parce que sans ce développement mental, tout ce que nous recherchons autour de nous ne donnera rien. Le développement, après tout, doit être psychologique et mental. Ah oui, mais Dieu seul sait combien de leaders politiques se sont succédés à la tête des pays africains. Ça veut dire que tout ce monde-là, personne n'a réussi à trouver la ficelle pour pouvoir lancer les pays africains? Vous avez bien dit, des leaders politiques qui se sont succédés à la tête de nos pays africains. Il faudrait des visions, des visionnaires, des présidents visionnaires. Donc, qui selon vous, il n'y a pas sont eu de là. visionnaires? Mais s'il y a des visionnaires, le résultat va prouver. Aujourd'hui, nous voyons toujours
d'un côté, les dilapidations, de l'autre, le gaspillage d'énergie, la jeunesse qui est déboussolée. Je ne dis pas que dans les pays évolués, il n'y a pas de chômeurs. Il y en a partout. Mais je pense qu'on pourra mieux faire. Et c'est pourquoi le message même que nous avons fait passer après les aides, comme on dit, au cours de la célébration des 61 ans de l'indépendance, c'est que faudrait que chacun de nous comprenne qu'on pourra mieux faire. Maintenant, si on pourra mieux faire, cela voudrait dire qu'on n'a pas optimisé par rapport aux contraintes. Oui, il y a des contraintes. Oui, il y a des difficultés. Oui, il doit y avoir des priorités. Mais est-ce qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes? Je pense quand même que par de petites restructurations, déjà en commençant par des petites institutions, dans nos mairies, dans nos maisons, dans nos églises, on pourra quand même nous réorganiser pour réduire le gaspillage et maximiser sur le résultat. On peut avoir vraiment un meilleur résultat avec même les conditions que nous avons aujourd'hui, avec les contraintes que nous avons aujourd'hui, on peut toujours avoir de meilleurs résultats. Oui, mais pour ne pas parler des vivants, je vais donner quelques exemples de leaders africains qui ne sont plus en vie. Je veux parler de Jelly John Rawlings, les gens parlent souvent de lui. On parle de Thomas Sankara qui ont essayé avec une vision de lancer leurs différents pays. On peut multiplier les exemples. Ceux-là, est-ce qu'ils avaient la vision, ce que vous appelez vision pour lancer le continent? Oui, je pense que pour les deux exemples, là, quand on prend par exemple le Ghana, la situation surtout politique du Ghana, c'est un résultat probant devant nous qui prouve quand même qu'il y a eu à un moment donné un président qui a fait changer quelque chose. Si déjà le Ghana et le Togo ont eu la date de proclamation le même moment, ou bien le Togo même en a eu avant le Ghana, mais aujourd'hui politiquement le Ghana quand même est à encourager, même si ce n'est pas encore tout n'est pas ouvert. Je pense que c'est le travail, le fruit du travail d'un responsable. Le Ghana est anglophone et que le Togo est francophone. Cela ne change pas. Nous sommes africains, nous sommes africains, nous ne sommes pas anglophones et francophones. Les Anglais peuvent toujours planter sur ces terrains fertiles de la manière dont ils veulent, si ce que les Ghanéens même veulent ne permet à ceux-là de le faire. Donc, ce n'est pas une question purement d'être francophone ou bien d'être anglophone. Oui, ça a des impacts, d'autant plus que le leader français et le leader anglais ont des différentes visions. Mais il faut savoir également qu'à un moment donné, il faut l'avènement des présidents visionnaires qui créent vraiment des moules de développement qui vont permettre à ce que toute une nation suive le pas. L'exemple du Ghana est là. Quand le président vient, un nouveau président vient, oui, la plupart du temps, il est contré par le système déjà qui l'oriente vers un programme donné. Donc c'est ce que je souhaite pour presque tous nos pays africains. Je ne dis pas que le Togo n'en a pas, mais se basant sur les résultats sur le terrain, je pense que même si les efforts sont à applaudir d'un côté, et en plus de ces efforts et de ces expertises, il faut que cette vision-là soit une vision partagée de toute une nation. Mais l'événement du Togo, c'est-à-dire quand on prend l'historique du Togo depuis un moment jusqu'à maintenant, a créé une distanciation, a créé un climat de méfiance qui, des fois, ne permettent pas à la population à la base de croire en certaines choses. Il y a quelqu'un qui me disait la dernière fois que la simple raison qui fait que les gens ne croient pas à l'existence de Covid, c'est parce que c'est dit par le régime qui est sur place. Oui, mais c'est pas seulement au Togo où les gens doutent. Je donne l'exemple du Togo, les gens doutent un peu partout, bien sûr. Donc je voudrais dire quand même que quand les gens ont cette conception, ça exprime à quel niveau il y a la perte de confiance. Alors que si vous êtes un visionnaire, que vous n'arrivez pas à envelopper, à sécréter cette substance qui va permettre aux autres de comprendre et d'épouser cette vision avec vous, ce serait difficile. De leur côté, ils seront en train de faire des efforts sur des efforts. On a vu des programmes avec des millions, des milliards qui sont dépensés, mais qui ne donnent pas au fait des résultats attendus. Peut-être pourquoi? Peut-être ceux qui sont impliqués dans les programmes ne partagent pas la même vision du président ou bien de ceux qui sont en train de gouverner. Ils sont là pour chercher pour lever leur épingle du jeu, et avec cette
ce manque de confiance, ça n'avantage pas, au fait, la mise sur pied de la vision. Alors, il se dit souvent que quand on est sur le banc de touche ou dans les tribunes, on remarque très facilement, on critique beaucoup Cristiano Ronaldo et Messi sur le terrain, donc c'est pas facile à faire. Je transpose cette agonie, dans le champ politique. Quand vous n'êtes pas au pouvoir, votre langue elle est mielleuse. Vous allez parfois comment on va dire ça? Oui, j'ai bel et casser les codes. Non, j'ai bel et bien compris votre question. Vous savez, depuis notre implication dans la politique togolaise, nous ne faisons jamais des critiques pour critiquer. Et quand on veut critiquer ou bien quand on veut porter notre attention sur un point, on propose ce que nous voulons faire. Exactement. Et on se rend aussi disponible à collaborer et à apporter notre pied à l'édifice, même n'étant pas au pouvoir. Mais ce n'est pas pour rien que l'entraîneur n'est pas sur le terrain. Parce que ça lui permet quand même de voir, d'avoir du recul, hein. Voir le jeu, savoir ce qui se passe. Et l'exemple que vous venez de donner, c'est ce qui explique au fait le fruit de l'alternance. C'est-à-dire, quand vous êtes au pouvoir aujourd'hui et vous êtes déjà sur la pelouse du jeu, il y a certaines choses que vous allez louper. Et celui-là qui n'est pas au pouvoir, que nous appelons souvent en Afrique opposant, son rôle, c'est de voir ce que vous avez loupé, de s'apprêter à aller sur la même pelouse en ne faisant pas les mêmes erreurs. Mais est-ce que parfois c'est pas excessif? Est-ce que vous avez suivi l'actualité d'un autre homme politique, votre collègue Dimouré, qui a été arrêté par les forces de sécurité pour sa déclaration concernant l'indépendance du Togo? Moi, à mon niveau, je pense que je n'ai pas l'habitude de porter mon évaluation sur l'implication politique de qui que ce soit. Je me base un peu plus sur ceux qui s'impliquent pour avoir un résultat autre que des déclarations qui ne font que diviser nos pays. Donc, oui, j'ai appris de ça, mais quelle est ma position? Ma position est toujours sur comment faire pour faire développer mon pays, comment faire pour que ces milliers de jeunes autour de moi ne viennent pas à moi tous les jours pour dire voilà, j'ai ce projet, j'ai besoin de ceci, voilà, nous sommes à la fin du mois, on veut me chasser de ma chambre, voilà, nous avons telle chose, nous avons eu tel diplôme, qu'est-ce que je peux faire? Comment les encourager à retourner vers la terre? Comment on peut nous organiser nous-mêmes pour pouvoir créer une économie qui nous permet même au sein du Togo, de pouvoir faire des mouvements que chacun de nous puisse quand même trouver à manger tous les jours. Donc... Merci, docteur Nathan. On va marquer une pause pour une nouvelle édition du journal. On va retrouver notre discussion dans une dizaine de minutes. On va continuer avec l'actualité politique au Togo, évoquer l'affaire Bolloré, comment gérer les multinationales. Nous allons évoquer les guéguerres entre partis de l'opposition, ADMK, l'ANC par exemple, le cadre de discussion politique, comment arrondir les angles, quelles perspectives pour la nouvelle vision. Nous évoquerons toutes ces questions lors de la seconde partie à laquelle les auditeurs, les téléspectateurs peuvent participer en nous posant des questions sur notre numéro WhatsApp que vous verrez affiché à l'écran. À tout de suite pour la seconde partie.